Mon frère a exigé, vire 6 000 € maintenant. Puis, il a envoyé une menace. J'étais à l'hôpital, tenant mon nouveau-né. Mon père m'a traité de « dramatique ». Il pensait que je céderais encore. Comme toujours. Ils appelaient ça la famille. Le juge a appelé ça. Je m'appelle Sophie Dubois. J'ai 32 ans et il y a quelques heures, j'ai donné naissance à mon premier enfant. J'étais encore dans la même blouse d'hôpital, tremblant encore sous l'effet de l'adrénaline, apprenant encore à tenir cette petite personne sans avoir l'impression de la briser, quand mon téléphone s'est allumé avec le genre de message que l'on attendrait seulement d'un arnaqueur. Sauf qu'il venait de mon propre frère. Vire 6 000 € maintenant. Je suis sérieux. Si je ne peux pas rembourser ça ce soir, les choses vont mal tourner. J'étais adossé dans mon lit d'hôpital, ma fille blottie contre ma poitrine, quand la notification a clignoté sur l'écran. Une seconde plus tard, un message vocal est apparu. J'ai appuyé sur lecture et j'ai entendu son murmure bas et urgent, le même ton qu'il utilisait quand nous étions enfants et qu'il voulait que je mente pour lui. Seulement cette fois, ce n'était pas une retenue qu'il évitait, c'était des types qu'il ne pouvait pas se permettre de mettre en colère. Ma main a commencé à trembler. Pendant un instant, la mémoire musculaire a pris le dessus. J'avais passé des années à être celle qui arrangeait les problèmes de la famille, celle qui déplaçait discrètement de l'argent, prenait des services supplémentaires, vivait plus modestement pour qu'il puisse vivre plus bruyamment. Je l'avais aidé à couvrir des urgences qui, d'une manière ou d'une autre, remontaient toujours au jeu d'argent, à de mauvaises affaires et à de pires amis. J'avais même perdu une voiture une fois, quand il l'avait empruntée et ne l'avait jamais ramenée en un seul morceau. Quelques heures avant que je n'entre en travail, mon père m'avait appelé et m'avait dit que j'étais dramatique de ne pas répondre au message précédent de mon frère. Il a peur. Nous prenons soin les uns des autres. C'est ce que fait la famille, avait-il dit, comme s'il y avait quelque chose de brisé en moi pour avoir même hésité. Maintenant, j'étais là, saignant, tremblante, encore attachée à une perfusion, lisant une menace de mon propre frère pendant que ma fille nouveau-née faisait de petits couinements contre ma peau. Pour la première fois de ma vie, une pensée a traversé la culpabilité comme un couteau. Si la famille signifiait que je devais continuer à sacrifier ma sécurité et la stabilité de mon futur enfant pour que mon frère puisse esquiver les conséquences de ses choix, alors peut-être était-il temps de redéfinir ce que la famille signifiait vraiment pour moi. Et cette fois, un juge serait impliqué. Avant de vous raconter exactement de quoi il m'a menacé et ce qui s'est passé dans cette salle d'audience quand un juge a finalement entendu toute l'histoire, dites-moi dans les commentaires quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire sur la famille et la violence peut voyager. La vague suivante, semblable à une contraction, qui m'a frappé n'était pas physique. C'était la panique. Les petits doigts de ma fille étaient enroulés autour du bord de ma blouse d'hôpital quand mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message. Ne me laisse pas en lu. Je sais que tu viens d'avoir le bébé, mais c'est une question de vie ou de mort, Sophie. Il savait exactement où j'étais, exactement à quel point je serais vulnérable. C'était la partie qui me tordait l'estomac. Il n'interrompait pas seulement ma première nuit en tant que mère, il comptait dessus. Une nouvelle notification est apparue. Une autre note vocale. J'ai baissé le volume, mis un écouteur et appuyé sur lecture. Sa voix est parvenue basse, précipitée et éraillée. Tu sais, je ne demanderais pas si ce n'était pas sérieux. J'ai dit à ces types que j'avais de la famille. Si je ne paie pas ce soir, ils commencent à chercher des moyens de pression. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux vraiment pas ça. Il a laissé les derniers mots en suspens, poisseux et délibérés, comme une menace sans prononcer le mot « menace ». Mon mari était assis sur la chaise à côté du lit, son sweat à capuche froissée, les yeux cernés par l'épuisement. Il s'est penché en avant quand il a vu mon visage changer. « C'est encore lui ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, tenant le téléphone comme s'il pouvait me mordre. 6000 cette fois, ai-je dit doucement, et il dit que s'il ne paie pas, les choses pourraient mal tourner. Mon mari a expiré brusquement. Bien sûr qu'il le fait. Il a attendu que tu sois au plus faible. Il a fait ça à chaque fois que quelque chose de bien t'est arrivé. Ta remise de diplôme, ta promotion, quand nous avons signé le bail de la maison. Il trouve un moyen de transformer ça en son urgence. Il n'avait pas tort. J'ai pensé au schéma, la fois où j'ai vidé les économies que j'avais constituées pour l'école d'infirmière pour l'aider à payer quelques semaines de loyer,
pour découvrir qu'il en avait mis la moitié sur des paris sportifs en ligne, la carte de crédit qui a mystérieusement atteint sa limite après que je la lui ai prêtée, juste pour cette fois, les prêts sur salaire que j'avais contractés dans la vingtaine pour empêcher notre père de perdre la maison alors que mon frère avait déjà flambé sa paix. Ça avait toujours été le même scénario, panique, menace, culpabilité, puis mon portefeuille. J'ai ouvert ma conversation avec lui et j'ai fait défiler vers le haut. C'était là, noir sur blanc. Des années de « tu sais que je te rembourserai », suivi d'excuses, suivi de nouvelles demandes. Sauf que cette fois, il y avait un bébé qui respirait doucement contre ma peau. J'ai lentement posé le téléphone sur la tablette et j'ai ouvert l'application de mémo vocal. Ma main tremblait quand j'ai appuyé sur enregistrer et que j'ai rejoué son message audio sur haut-parleur. La petite ligne bleue dansait sur l'écran pendant que ces mots remplissaient la pièce, chaque pause manipulatrice préservée. Je ne le savais pas encore, mais cette décision tremblante de commencer à sauvegarder ces menaces ferait plus tard taire une salle d'audience. « Tu n'es pas obligé de répondre », a dit doucement mon mari. « Tu pourrais le bloquer ce soir. Nous pourrions repartir à zéro pour elle. » Il a fait un signe de tête vers notre fille. J'ai regardé son petit visage et j'ai ressenti un éclair de terreur, comme un éclair court et brillant. Et si elle grandissait en pensant que c'était normal ? Qu'un frère pouvait terroriser sa sœur pour de l'argent et que tout le monde hausserait les épaules en appelant ça une « affaire de famille ». J'ai repris le téléphone et j'ai tapé « non ». Juste ce mot. Puis je me suis figé, mon pouce planant au-dessus du bouton d'envoi tandis que mon cœur battait si fort qu'il couvrait le son des moniteurs de l'hôpital. J'avais passé toute ma vie à être là, fille qui dit toujours oui, pour mon frère, pour mon père, pour la version de la famille où ma douleur était le prix à payer pour maintenir le confort de tous les autres. Mon pouce me faisait mal à force d'appuyer si fort sans m'engager tout à fait. Au lieu de l'envoyer, j'ai fait une capture d'écran de ces messages, j'ai sauvegardé la note vocale dans un dossier séparé et j'ai tout sauvegardé sur le cloud. Si j'allais dire non cette fois, je voulais une preuve de ce à quoi la famille avait commencé à ressembler. Je ne lui ai pas envoyé d'argent. Je ne lui ai pas envoyé de réponse. Tout ce que j'ai envoyé, c'est le silence. Et ça, pour mon frère, c'était la réponse la plus dangereuse de toutes. Le silence, il s'est avéré, ne l'a pas calmé. Il a allumé une mèche. Au moment où nous sommes sortis de l'hôpital et avons ramené notre fille à la maison, dans notre petit 3 pièces de l'Est de Lyon, ma liste d'appels manqués ressemblait à une feuille de calcul, tous de lui, tous regroupés entre minuit et 3 heures du matin. J'ai poussé la poussette par la porte d'entrée dans un brouillard de privation de sommeil et d'hormones, mon corps encore endolori et étranger. Pendant que mon mari ajustait le siège auto, mon téléphone a de nouveau sonné. Même identifiant d'appelant. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant sur « Accepter », comme il avait plané sur « Envoyer » la nuit précédente. Puis j'ai appuyé sur « Refuser » et je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Une seconde plus tard, une notification est apparue. J'ai posé doucement le porte-bébé sur le canapé, j'ai ouvert l'application et j'ai écouté. Tu vas vraiment me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi ? Tu penses que parce que tu as un bébé maintenant tu es meilleur que nous ? J'ai dit à ces gens que j'avais de la famille. S'il se passe quelque chose, c'est ta faute. La façon dont il a dit « c'est ta faute » m'a donné la chair de poule. J'ai sauvegardé le message vocal, puis je l'ai transféré à mon courrier électronique. Pour la première fois, j'ai vu ces mots comme un étranger les verrait, non pas comme un frère désespéré demandant de l'aide, mais comme un homme adulte essayant de faire peser une violence non nommée sur la conscience de sa sœur. J'avais besoin de perspective. J'ai ouvert la discussion de groupe que j'avais avec quelques femmes d'un cours de parentalité locale, le genre de discussion qui avait commencé avec des recommandations de poussettes et des plaintes de chevilles enflées. Mes doigts ont volé sur le clavier avant que je ne puisse trop y penser. Nous sommes à la maison. Le bébé va bien. Pas moi. Question, considéreriez-vous cela comme de la violence si un membre de la famille continuait à exiger de l'argent comme ça et à utiliser des menaces ? J'ai joint une capture d'écran expurgée de ces messages. Non noirci, numéro flouté. En quelques minutes, la discussion s'est animée. Oui, c'est de la violence, a écrit l'une d'elles. C'est de la violence financière et de la violence psychologique. Une autre a ajouté, tu viens d'accoucher. Ce n'est pas normal. S'il te plaît, parle à quelqu'un qui connaît la loi. Un contact, Hélène Picard, m'a envoyé un message privé.
Nous nous étions liés d'amitié en tant que fils aînés de familles compliquées. Appelle-moi quand tu pourras, a-t-elle écrit. J'ai vu ça au travail plus de fois que je ne peux le compter. Hélène travaillait aux ressources humaines pour une entreprise manufacturière et avait suivi une formation supplémentaire sur le harcèlement et le contrôle coercitif. Quand je l'ai appelée, le bébé dormait enfin et mes nerfs étaient à vif. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai fait les 100 pas dans le couloir. C'est comme si je ne l'aide pas, c'est moi la méchante, ai-je dit. Mon père m'a déjà dit que j'étais dramatique. Il a dit que j'abandonnais mon frère quand il a des ennuis. Hélène n'a même pas hésité. Sophie, c'est un scénario. La loyauté familiale est le scénario que les gens utilisent pour te maintenir dans le rang pendant qu'ils en profitent. Est-ce qu'ils demandent jamais 6 000 € à ton père? Ou est-ce que c'est toujours toi? J'ai réfléchi. Les textos tard le soir, les appels frénétiques, les visites soudaines. Toujours à moi. Mon père faisait des discours culpabilisants, mais il ne sortait jamais son propre chéquier. Toujours moi, ai-je dit doucement. Je suis revenu en enfance, à la première fois où j'ai surpris mon frère en train de fouiller dans mon sac à dos pour de l'argent de poche. À la fois où il a oublié de me donner l'enveloppe d'argent que notre père lui avait remise pour payer les frais de mon voyage avec l'orchestre. J'avais été prise à part à l'école, mortifié, et d'une manière ou d'une autre, j'avais fini par le réconforter ce soir-là pendant qu'il pleurait sur la difficulté de tout. Sophie, écoute, a dit Hélène. Tu es infirmière. Tu vois des schémas de violence avec les patients tout le temps. Si c'était l'une de tes patientes qui te disait que son partenaire faisait ça, quel mot utiliserais-tu? Je me suis affalé sur le bord du lit, regardant le bébé endormi. J'appellerais ça de la coercition. J'appellerais ça de la violence financière, ai-je admis. Je lui dirais qu'elle ne leur doit pas l'accès à son compte bancaire juste parce qu'ils partagent un nom de famille. Alors, pourquoi ne mérites-tu pas ce même conseil, a demandé doucement Hélène. Sa question est restée en suspens, plus lourde que n'importe quelle dette que mon frère pourrait accumuler. Et maintenant, je veux vous poser cette même question. Que feriez-vous si quelqu'un que vous avez grandi en appelant famille vous menaçait pour de l'argent alors que vous saignez encore de l'accouchement? Garderiez-vous la paix, ou appelleriez-vous les choses par leur nom? Hélène m'a envoyé par texto un lien vers une organisation d'aide juridique locale spécialisée dans la violence domestique et financière. Dès que j'ai cliqué et lu les mots « contrôle coercitif » et « utiliser le pouvoir économique pour isoler et intimider », quelque chose en moi s'est éclairci. Ma situation était moche, mais elle n'était pas unique. Et si d'autres femmes étaient entrées dans des salles d'audience et avaient dit « c'est de la violence », peut-être que je le pouvais aussi. 2 jours plus tard, avec ma fille attachée dans un porte-bébé contre ma poitrine et des cernes sombres se dessinant sous mes yeux, j'étais assise dans un bureau exigu d'une organisation à but non lucratif du centre-ville et je racontais à une inconnue des choses que je n'avais jamais dites à voix haute, dans l'ordre. L'avocate s'appelait Maître Victoria Berger, et elle était spécialisée exactement dans le genre de désordre que ma vie était devenue, enchevêtrement financier, harcèlement, menaces déguisées en urgence familiale. Les murs de son bureau étaient tapissés d'affiches de ressources et de bibliothèques bon marché ployant sous les classeurs. Une machine à bruit blanc bourdonnait dans un coin, essayant de masquer les sons des imprimantes et des téléphones qui sonnaient à l'extérieur. Commencez par le début, a-t-elle dit, en cliquant sur son stylo. Pas de toute votre vie. Du schéma. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé des petits prêts qui sont devenus plus grands. La fois où j'ai co-signé pour un camion d'occasion pour que mon frère puisse lancer une entreprise de detailing mobile et où j'ai fini par recevoir des appels de recouvrement quand il a cessé de payer. La nuit où j'ai couru chez notre père après qu'un voisin ait appelé à cause de cris et où j'ai trouvé mon père le visage rouge, mon frère en larmes, et une pile de factures impayées sur la table de la cuisine. D'une manière ou d'une autre, j'étais sorti de cette maison avec les factures dans mon sac à main et un plan de paiement qui m'appartenait entièrement. Et maintenant ça, ai-je terminé, en faisant glisser mon téléphone sur le bureau. 6 000 € alors que j'étais encore en blouse d'hôpital. Des menaces. Et mon père qui me dit que je suis le problème parce que je n'interviens pas. Maître Berger a fait défiler les captures d'écran, puis a mis des écouteurs pour écouter les notes vocales et les messages vocaux. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas eu l'air choquée. Si quoi que ce soit, elle avait l'air fatiguée, de la manière dont les gens le sont quand ils ont vu le même cauchemar avec 100 noms différents. Finalement, elle a hoché la tête. C'est un cas d'école de contrôle coercitif, a-t-elle dit.
Il utilise la peur et la culpabilité pour obtenir de l'argent. Il fait des menaces implicites. Il implique un danger de tiers pour faire monter les enchères. Vous n'avez pas affaire à un mauvais frère. Vous avez affaire à quelqu'un qui vous utilise comme bouclier entre lui et ses conséquences. Elle a tourné une page blanche de son bloc-notes. Vous avez dit que votre père vous a traité de dramatique. Ouais, ai-je dit, la mâchoire serrée. Il n'arrête pas de répéter, nous sommes une famille. Nous prenons soin les uns des autres. Mais d'une manière ou d'une autre, nous signifie toujours moi. Cela fait partie de la dynamique, a-t-elle répondu. Il profite aussi que vous payiez. Peut-être pas directement, mais émotionnellement. Il n'a pas à faire face au fait que son fils est hors de contrôle si vous intervenez toujours. Alors, il vous met la pression pour maintenir l'illusion. Les mots ont atterri avec le bruit sourd de la reconnaissance. Ma fille a bougé sur ma poitrine et a laissé échapper un petit soupir, comme si elle était d'accord. Voici ce que je recommande, a poursuivi Maître Berger. 1. Nous déposons une demande d'ordonnance de protection civile pour harcèlement et menaces. La violence financière peut absolument en faire partie. 2. Nous documentons l'argent que vous avez déjà donné sous pression. Nous ne récupérons peut-être pas tout, mais nous pouvons au moins le présenter comme un schéma au juge. 3. Vous cessez tout contact direct. Plus de négociations. Plus de peut-être plus tard. Vous faites tout passer par nous, ou rien du tout. Mon téléphone a vibré sur son bureau comme par un signal. Un autre message de mon frère. Tu vas vraiment me laisser tomber? Tu sais que je peux venir. Ne me force pas à le faire. Celui-là, j'ai vu, a fait lever les sourcils de Maître Berger. Est-ce qu'il est déjà venu sans y être invité avant, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Plein de fois. Il avait l'habitude de frapper à la porte de mon appartement à minuit jusqu'à ce que j'ouvre. L'année dernière, il a attendu devant l'hôpital après un double service parce que j'avais arrêté de répondre à ses textos. Tout ça va dans la déclaration sous serment, a-t-elle dit. Plus nous montrons au juge que c'est un schéma et que vous avez essayé toutes les autres options, plus il sera difficile pour quiconque de vous traiter de dramatique. Ce soir-là, après être rentré chez moi et avoir finalement réussi à endormir le bébé en l'allaitant, mon père a appelé. Je l'ai mis sur haut-parleur et j'ai appuyé sur enregistrer sur un autre appareil, mon cœur battant dans ma gorge. J'ai entendu dire que tu parlais à un avocat, a-t-il commencé, sans même dire bonjour. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Envoyer ton propre frère en prison. J'essaie de garder mon bébé en sécurité, ai-je répondu. Et moi-même. Je ne peux pas continuer à financer ses erreurs. Il a ricané. Des erreurs. Tu te crois meilleur que lui parce que tu es allé à l'université et que tu as eu ton petit boulot d'infirmière? Ça a toujours été plus dur pour lui. Tu sais qu'il n'est pas doué avec l'argent. Tu es censé aider là où il est faible. C'est ça, la famille. Autrefois, ce discours aurait fonctionné. Je me serais replié sur moi-même, je me serais excusé et j'aurais ouvert mon application bancaire. Mais maintenant, j'avais une avocate qui avait utilisé l'expression « contrôle coercitif » et un bébé dont toute la vie dépendait du fait que je ne me ruine pas pour couvrir les mensonges de quelqu'un d'autre. C'est peut-être ce que tu penses être la famille, ai-je dit doucement. Mais un juge pourrait voir les choses différemment. Le silence au bout du fil était tranchant et offensé. Puis il a grondé, tu vas regretter d'avoir mêlé des étrangers à ça. Nous réglons les choses en interne. J'ai mis fin à l'appel, j'ai sauvegardé l'enregistrement et je l'ai envoyé par courriel à Maître Berger. Si mon père et mon frère voulaient continuer à appeler ça une affaire de famille, alors soit. Nous allions porter cette affaire devant le tribunal et voir ce qu'un juge déciderait que c'était vraiment. Le matin de l'audience, le palais de justice de Lyon ressemblait à tous les autres bâtiments institutionnels où j'avais travaillé, gris, fatigué, surchargé. J'ai monté les marches en béton, l'estomac noué, ma fille à la maison avec une voisine, mon mari à mes côtés. Mes mains étaient vides, à l'exception d'un dossier de capture d'écran imprimé, de relevés bancaires et d'une chronologie soigneusement tapée que Maître Berger m'avait aidé à rédiger. À l'intérieur de la salle d'audience, mon frère était assis à la table du défendeur dans une chemise à boutons froissés, agitant sa jambe. Mon père était assis derrière lui, les bras croisés, me lançant un regard qui disait « C'est toi qui as fait ça ». Pendant une seconde,
la version de moi de 15 ans, celle qui ramenait mon frère des fêtes et le couvrait quand il ne respectait pas le couvre-feu, a voulu faire demi-tour et sortir. Mais ensuite, l'huissier a appelé mon nom, et il n'y avait plus de place pour être l'enfant de l'histoire. Je devais être la mère. Maître Berger a fait la plupart des discours au début. Elle s'est présentée, a expliqué pourquoi nous étions là et a remis au juge un dossier de pièces à conviction. Votre honneur, a-t-elle dit, ce n'est pas un simple cas de frère demandant un prêt. C'est un schéma durable de violence financière et psychologique, qui s'est intensifié précisément au moment où ma cliente était médicalement vulnérable. La juge, une femme dans la cinquantaine avancée avec des yeux vifs et une sorte de patience lasse, a feuilleté les pages, s'arrêtant au message surligné. Elle a appuyé sur un bouton du petit haut-parleur sur son bureau, et la voix de mon frère a rempli la pièce. J'ai dit à ces types que j'avais de la famille. Si je ne paie pas ce soir, les choses commencent à mal tourner. Tu ne veux pas ça. Les mots sonnaient encore pire quand on pouvait voir la date, la nuit de la naissance de ma fille. Puis le message vocal a été joué. S'il se passe quelque chose, c'est ta faute. La mâchoire de la juge s'est crispée. Monsieur Dubois, a-t-elle dit finalement. Contestez-vous que ces messages viennent de vous? Mon frère a essayé son vieux charme comme un costume qui ne lui allait plus. Je veux dire, ouais, je les ai envoyés, a-t-il dit. Mais c'était juste la pression. J'étais paniqué. Je ne la menaçais pas vraiment. Elle sait que je ne lui ferai jamais de mal. C'est une conversation de famille. Elle déforme les choses pour me faire passer pour un méchant. Maître Berger a demandé si je pouvais témoigner. J'avais l'impression que mon cœur était coincé dans ma gorge. Mais je me suis levé, je me suis dirigé vers la barre des témoins et j'ai prêté serment. Ma voix a tremblé au début en répondant aux questions sur l'argent, combien j'avais donné au fil des ans, à quelle fréquence, comment cela avait augmenté. Puis Maître Berger a demandé, pourquoi avez-vous décidé d'arrêter cette fois? J'ai jeté un coup d'œil à mon frère, à mon père derrière lui, puis de nouveau à la juge. Parce que je tenais mon nouveau-né quand ces messages sont arrivés, ai-je dit. Parce que je suis infirmière. Je vois à quoi ça ressemble quand la vie des gens s'effondre à cause du stress et de la violence. Je savais que si je cédais encore, je disais à ma fille que sa sécurité et sa stabilité passaient après la protection de son oncle contre ses choix. Je ne pouvais pas faire ça. La juge m'a étudié pendant un long moment. L'avocat de mon frère, un type qu'il avait trouvé à la dernière minute, s'est levé et a tenté son angle. N'est-il pas vrai que vous avez aidé votre frère financièrement de nombreuses fois auparavant, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Parce que j'avais peur de ce qui arriverait si je ne le faisais pas. Peur de lui, a-t-il insisté, ou peur de ses dettes? Les deux, ai-je répondu. Il ne m'a peut-être pas frappé, mais il n'en avait pas besoin. Il savait exactement comment me faire croire qu'un mal arriverait si je ne coopérais pas. L'avocat a souri avec suffisance. N'est-ce pas juste de la pression familiale, a-t-il demandé. Je me suis tourné vers la juge avant de perdre mon courage. C'est peut-être comme ça qu'on l'appelait à la maison, ai-je dit. Mais si un étranger le faisait, on l'appellerait autrement. C'est pourquoi je suis ici. J'ai besoin que quelqu'un d'extérieur à la famille nomme ce que c'est vraiment. Et maintenant, je veux vous poser cette question sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, si tout ce que vous venez d'entendre se passait entre un mari et une femme au lieu d'un frère et une sœur, l'appelleriez-vous juste de la pression familiale? Ou l'appelleriez-vous de la violence? Et si la réponse change juste parce que nous partageons un nom de famille, pourquoi? Après les plaidoiries finales, la juge s'est assise, les mains croisées. La pièce semblait s'être rétrécie à la taille de son estrade. J'ai lu les messages, a-t-elle dit. J'ai écouté les enregistrements. J'ai entendu parler du schéma financier. Les gens aiment dire que c'est juste la façon dont la famille parle. Mais ce que je vois ici, ce n'est pas de l'amour. Ce que je vois, c'est de l'exploitation. Elle a tourné son regard vers mon frère. Ils peuvent appeler ça la famille, Monsieur Dubois. Mais de là où je suis, c'est de la violence. Les mots ont frappé l'air comme un marteau avant même qu'elle ne lève le vrai. J'accorde à Madame Dubois une ordonnance de protection civile de 5 ans, a-t-elle poursuivi. Il vous est interdit de la contacter directement ou indirectement. De plus, sur la base de la documentation des transferts forcés, j'ordonne un dédommagement d'un montant de 18 000 € à payer par saisie sur salaire une fois que vous serez employé.
Les frais de justice vous seront également imputés. La bouche de mon frère s'est ouverte. Mon père a marmonné quelque chose à voix basse qui ressemblait à une malédiction. Tout ce que j'ai entendu, c'est un rugissement dans mes oreilles. Et la dernière phrase de la juge, la famille n'est pas un bouclier derrière lequel on peut se cacher quand on fait du mal à quelqu'un. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un d'autorité avait nommé ce qui se passait, non pas comme un drame, non pas comme une affaire de famille, bu comme de la violence. Et mon frère était sur le point de découvrir ce que cette étiquette coûtait réellement. On pourrait penser qu'une ordonnance du tribunal et la menace d'une saisie sur salaire feraient reconsidérer ses choix de vie à quelqu'un. Mon frère l'a traité comme un défi. La première conséquence est tombée plus vite que je ne l'avais prévu. 2 semaines après l'audience, sa photo d'identité judiciaire est apparue sur le site des archives du comté. Un de mes collègues m'a envoyé un lien avec un simple « C'est ton frère ?» L'accusation, violation d'une ordonnance de protection. Ce soir-là, mon mari et moi étions assis à la table de la cuisine pendant que notre fille dormait dans la pièce voisine, le babyphone crépitant doucement. J'ai revu les images de la sonnette vidéo de la veille au soir, des pas sur le porche, une ombre faisant les 100 pas, une main essayant la poignée. Il était venu ici. Il était venu chez moi malgré l'ordonnance, malgré l'avertissement explicite de la juge. J'avais été au travail pour un court service postpartum, mon mari à la maison avec le bébé. Quand il avait entendu la poignée cliqueter, il s'était figé, puis avait discrètement appelé le 17 depuis le couloir sans ouvrir la porte. Les officiers avaient attrapé mon frère à quelques pâtés de maison de là, toujours en train de pester au téléphone contre quelqu'un au sujet de mouchards et de trahison familiale. Il savait que tu n'étais pas à la maison, a dit mon mari. Il a vérifié ta localisation comme il le fait toujours. Il est venu quand même pour envoyer un message. J'ai dégluti difficilement, en fixant l'écran. Ce n'était pas seulement de la défiance. C'était un sentiment de droit si profond qu'il ne pouvait pas imaginer que les règles s'appliquaient à lui. La semaine suivante a été une série de conséquences en cascade. Son employeur chez le concessionnaire automobile, déjà fatigué de ses absences et de ses problèmes d'argent qui débordaient dans la salle d'exposition, l'a licencié après qu'un client l'ait reconnu dans le registre public des arrestations et se soit plaint. Sans salaire, la saisie sur salaire que la juge avait ordonnée s'est enclenchée comme un piège. Le peu d'allocations de chômage auquel il avait droit était déjà amputé pour me rembourser. Le propriétaire de son complexe d'appartements, déjà nerveux à cause des visiteurs tardifs, lui a donné un avis d'expulsion. Soudain, mon frère n'était plus seulement le charmant raté de la légende familiale. C'était un type avec une ordonnance de protection à son dossier, une arrestation pour l'avoir violé et un jugement de dédommagement attaché à son nom. Les employeurs pouvaient le voir. Les propriétaires pouvaient le voir. Les types à qui il devait de l'argent pouvaient le voir aussi. Et il n'aimait pas prêter à quelqu'un dont le revenu était déjà réservé par le tribunal. Mon père m'a de nouveau appelé, la voix rauque. Il a été arrêté à cause de toi, a-t-il dit. Il a perdu son travail à cause de toi. Il dort sur des canapés maintenant. C'est ce que tu voulais. J'ai fermé les yeux, en pressant mes doigts sur l'arête de mon nez. Il a été arrêté parce qu'il a violé une ordonnance du tribunal 24 heures après qu'elle ait été émise, ai-je dit. Il a perdu son travail parce qu'il ne peut pas se présenter sobre et à l'heure. Il dort sur des canapés parce qu'il a dépensé son argent à essayer de fuir les conséquences au lieu de les affronter. Je ne lui ai pas fait ça. J'ai arrêté de le faire pour lui. Mon père s'est tu. Dans le silence, j'ai entendu le faible grincement de son vieux fauteuil. Je l'ai imaginé se frottant les tempes comme il le faisait après de longs services en tant qu'électricien quand nous étions enfants. Tu avais l'habitude de réparer les choses, a-t-il dit finalement, d'une voix plus faible. Tu réparais toujours les choses. Et regarde où ça nous a menés, ai-je répondu. Toi avec un fils qui pense que le portefeuille des autres est son filet de sécurité. Moi avec une pile de dettes qui ne sont pas les miennes, et un bébé qui mérite mieux. J'ai fini de réparer. C'est le juge qui répare maintenant. Quelques nuits plus tard, la deuxième audience est arrivée rapidement car les violations d'ordonnances de protection sont traitées vite. Je me suis assise au fond cette fois, le bébé avec une babysitter. Ma présence n'était pas requise, mais ma curiosité ne devait pas être ignorée. Mon frère se tenait devant la même juge, l'air moins arrogant et plus épuisé. Son avocat commis d'office a fait ce qu'il a pu, arguant du stress, de la confusion sur les termes, des émotions familiales vives.
La juge n'y a pas cru. Vous m'avez entendu la première fois, a-t-elle dit. Vous avez choisi d'ignorer une ordonnance légale du tribunal. Je prolonge l'ordonnance de protection à 10 ans. J'impose une peine de 60 jours de prison, dont 45 avec sursis, conditionnée à l'achèvement d'une thérapie et au respect total de cette ordonnance. Toute nouvelle violation déclenchera le temps restant et des sanctions supplémentaires. Il a été emmené menotté pour les 15 jours fermes. Mon père était assis 2 rangées devant moi, les épaules affaissées, les cheveux plus gris que dans mon souvenir. Pendant une seconde, mon cœur s'est serré. Ce n'était pas le fantasme de vengeance où tout semblait net et triomphant. C'était désordonné, avec des dommages collatéraux et du chagrin mêlé à la justice. Mais quand je suis rentré à la maison et que j'ai pris ma fille endormie, la tenant contre ma poitrine, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le désordre avait toujours été là. La différence maintenant, c'est qu'il était visible. Il était sur un registre, dans un dossier, dans un système qui disait « Nous voyons cela et ce n'est pas acceptable ». Si jamais quelqu'un essayait de me dire à nouveau que j'avais réagi de manière excessive, que j'avais ruiné sa vie, j'avais quelque chose de mieux que des excuses. J'avais un dossier judiciaire qui disait « Non, il a fait ça tout seul ». Et nous avions enfin arrêté de le laisser se cacher derrière le mot « famille ». 6 mois plus tard, ma vie avait l'air complètement différente et étrangement la même. Je travaillais toujours de longs services à l'hôpital, je buvais toujours trop de café, je rentrais toujours dans une maison jonchée de bavoirs et de petites chaussettes. Mais la crainte constante qui avait vécu au fond de mon esprit et l'anxiété bourdonnante que mon frère puisse se montrer ou appeler ou me ramener dans son orbite s'étaient tues. Les jeudis soirs, après que mon mari soit rentré de son cours de musique, j'allais à un groupe de soutien dans le sous-sol de l'église en bas de la rue. Ce n'était pas formellement lié au tribunal ou à l'hôpital. C'était juste un cercle de chaises pliantes en métal et de gens qui avaient aussi réalisé que la famille peut être l'endroit où les pires blessures sont infligées. Une semaine, notre animatrice a suggéré quelque chose qui s'est logé dans ma poitrine comme une écharde. Écrivez une lettre à votre vous plus jeune, a-t-elle dit, ou à votre enfant, ou aux deux. Dites-leur ce que vous auriez aimé que quelqu'un vous dise sur l'amour, les limites et ce que vous avez le droit d'abandonner. Ce soir-là, après que ma fille se soit enfin endormie un peu plus âgée maintenant, potelée et déterminée, je me suis assise à la table de la cuisine avec un carnet et j'ai écrit une lettre adressée au « jour de tes 16 ans ». Je l'ai imaginé à cet âge, peut-être en train de rouler des yeux, peut-être de claquer des portes, peut-être de vouloir plus de liberté que je n'étais prête à lui donner. Je l'ai imaginé demandant pourquoi elle connaissait à peine son oncle, pourquoi nous n'allions pas chez grand-père pour les grandes fêtes comme le faisaient les autres familles. Tu vas entendre beaucoup de gens te dire que les liens du sang sont plus forts que tout, ai-je écrit. Ils diront que la famille passe avant tout, quoi qu'il arrive. Je veux que tu saches que ce n'est que la moitié de la vérité. La vraie famille, choisie ou de sang, ne te menace pas, ne t'épuise pas ou ne te rend pas responsable de son chaos. La vraie famille n'appelle pas la violence aux loyautés. Et tu as le droit de t'éloigner de quiconque essaie de te faire payer le prix de ses mauvaises décisions, même si vous partagez un nom de famille. Je ne lui ai pas raconté tous les détails des procès ou des nuits où je suis resté éveillé à me demander si j'avais fait le bon choix. Mais je lui ai dit ceci, la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite pour toi a été de laisser ton oncle faire face aux conséquences de ses choix sans amortir sa chute avec notre argent de loyer et ma santé mentale. J'ai brisé un schéma pour que tu n'aies pas à vivre dedans. Lors de la réunion suivante du groupe de soutien, j'ai lu un extrait de la lettre à voix haute. Quand j'ai fini, une femme de l'autre côté du cercle a essuyé ses larmes. J'aurais aimé que ma mère fasse ça, a-t-elle dit. Plus tard, en rentrant chez moi sous le halo orange des lampadaires, mon téléphone a vibré avec une notification par courriel de Maître Berger. Elle avait envoyé une mise à jour. Mon frère avait plaidé coupable pour l'accusation de violation, suivait une thérapie ordonnée par le tribunal pour le jeu et la responsabilité financière, et avait commencé un travail à bas salaire dans un magasin de pneus où ses chèques de paie étaient automatiquement saisis pour payer le dédommagement. Mon père, avais-je entendu par un cousin, avait finalement cessé de dire aux gens « Sophie a tourné le dos à la famille » et avait commencé à dire « Thomas doit se ressaisir ». De petits changements, mais des changements quand même. Mon frère était toujours mon frère. J'avais encore des souvenirs d'enfance de nous construisant des forts dans le salon, de lui m'apprenant à faire du vélo sur le trottoir fissuré devant notre ancien appartement. Ces souvenirs ne se sont pas évanouis quand la juge a prononcé le mot « violence ». Ils ont juste cessé d'être des excuses. La vraie vengeance, ai-je réalisé,
n'était pas les salaires saisis, le casier judiciaire ou le temps de prison. C'était le fait que ma fille grandirait en me voyant tenir ma parole envers moi-même, en me voyant dire « ça suffit », puis maintenir cette ligne, même quand les gens me traitaient de dramatique, d'ingrate ou de cruel. Elle saurait dans ses os que l'amour et l'obligation ne sont pas la même chose. Et maintenant, je veux vous renvoyer la balle, à vous qui écoutez encore mon histoire. Avez-vous déjà dû vous briser le cœur en établissant une limite avec quelqu'un que vous aimez pour rendre votre vie plus sûre? Si c'est le cas, que diriez-vous à la version de vous qui avait encore peur de le faire? Mon frère a exigé 6 000 € pendant que j'étais à l'hôpital, convaincu que je céderais comme je l'avais toujours fait. Mon père a appelé ça la famille. Le juge a appelé ça de la violence.